Moi je vais... Bonjour à tous, il y a bien du monde, je suis bien content. Donc je vais faire une prise de parole au nom de la CGT Hydro-Nerpic Grenoble. Nerpic, c'est le seul nom qui a jamais changé en 100 ans. On y tient et on va se battre pour qu'il continue. Donc cette prise de parole est au nom de la CGT Nerpic, l'entreprise Générale Hydro-Électrique France. J'espère que je ne vais pas trop vous saouler, je vais essayer d'aller vite, mais il faut expliquer un peu les choses, parce que le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas médiatisé. Nombreux citoyens, notamment, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc j'ai quand même ça va prendre 5 minutes, j'espère pas plus. Moi j'en ai déjà bouffé 2, mais bon. L'établissement de Grenoble, ex-Nerpic, a été créé en 1917. Ce fleuron industriel, ayant le plus grand nombre de turbines hydrauliques installées au monde, est touché de plein fouet par un 13e plan de saccage de l'emploi. La suppression de 345 postes sur 800 a été annoncée la veille des grandes vacances, début juillet 2017. Notre organisation syndicale n'a cessé depuis de nombreux mois et années d'alerter dans les diverses instances représentatives du personnel, celles qui ont bien modifié, des dérives de gestion, d'organisation du travail et des mauvais choix industriels de l'ensemble de l'activité hydro. Ce dossier a commencé par la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, vente finalisée en novembre 2015. Pour comprendre l'ampleur politique de celui-ci, il faut rappeler que les négociateurs avaient pour nom Patrick Cron, ex-PDG du groupe Alstom et très grand ami de Nicolas Sarkozy, Jérôme Pécresse, ex-PDG du secteur renouvelable d'Alstom et époux de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Madame Clara Guémard, épouse de Hervé Guémard, ex-ministre de l'économie, qui était directrice de General Electric Hydro-France. La vente a été finalisée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. La CGT avait vu juste en écrivant 6 mois avant la vente et après avoir appris quelques mois auparavant dans les médias la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Nous écrivions dans un tract le 30 juillet 2015. General Electric ne concerne que les entreprises grosses génératrices de bénéfices. C'est pourquoi elle s'est séparée, voilà 7 ans, de son activité hydro. General Electric a vendu il y a 10 ans son activité hydro à Andritz. Ils sont notre principal concurrent. Ils sont depuis en consortium sur certains projets et en concurrence directe avec Alstom Hydro. General Electric a d'ores et déjà annoncé, il y a 2 ans, son souhait de sortir de l'activité hydro en septembre 2018. Alstom dispose d'une option de vente à General Electric de ses parts dans la coentreprise à partir du 1er septembre 2018 avec un rendement garanti minimal de 3% par an. Le nouveau groupe Alstom, à l'époque on disait qu'il ne sera que l'actuel transport, aura un fort besoin de liquidité et vendra assurément ses parts au rendement garanti. General Electric n'a jamais souhaité avoir une branche hydraulique dans sa branche renouvelable et n'a pris ce secteur que par imposition dans l'achat de la globalité de la branche énergie d'Alstom. Lors de la vente de cette branche, Jérôme Pécresse a vendu l'activité hydro à General Electric le double de sa valeur. Toutefois, à ce jour, ce même monsieur Pécresse est le responsable du secteur renouvelable de General Electric. Comment justifier de garder une personne à la tête de ce secteur alors qu'il venait de rouler General Electric? Sûrement que l'avenir d'Hydro était déjà bien ficelé. Effectivement, cela a semble-t-il été très orchestré et ce projet de casse de l'entreprise était, nous le savons, dans les cartons depuis tout longtemps. Dès janvier 2015, il y eut un gel des embauches. Cela s'est traduit concrètement par le non-remplacement des départs, démissions, retraites et de fait par l'accroissement de la charge de travail des personnes restantes dans le service. La conséquence directe fut de très nombreux arrêts maladie ainsi que la multiplication des démissions et ruptures conventionnelles.
La surcharge et la dégradation des conditions de travail ont abouti à une enquête sociale sur la santé des salariés, enquête diligentée par le CHSCT, celui-là même qui doit être supprimé. Les résultats ont été très alarmants. La situation financière dégradée de notre entreprise est principalement due au rachat par General Electric. Des gros contrats sont sortis des comptes de l'entreprise, plombant de fait le chiffre d'affaires, car ces derniers étaient dans des pays blacklistés par les États-Unis d'Amérique, comme le sont le Soudan et l'Iran par exemple. La direction ne cesse d'annoncer que nous sommes heureusement à présent General Electric, car ce grand groupe va recapitaliser l'entreprise, alors que la source de nos maux est que nous ayons été rachetés par celui-ci. La situation financière d'Hydro ne surprend aucunement notre organisation syndicale, tout comme une grande partie des salariés. Celle-ci est la conséquence des orientations non stratégiques prises ces 2 dernières années, notamment, parce que c'était déjà le cas avant. Dès la création de la co-entreprise General Electric Alstom, de nombreux directeurs ont été mis en place, directeurs ne connaissant aucunement ce secteur d'activité, voulant notamment appliquer le fameux Lean à tous les niveaux, alors que cette activité est du prototype et ne s'y prête pas. Les schémas industriels incohérents, ne répondant qu'à une logique purement financière, qui s'appuie sur des chiffres dans un tableur, ont obligé le rapatriement dans les ateliers de Grenoble de nombreuses pièces non conformes des pays dits à bas coût, explosant les délais, engendrant des désorganisations et de fortes pénalités, ne pouvant que plomber les comptes, schéma industriel faisant grand mal au chantier et conduisant au non-respect des engagements pris par Hydro envers ses clients. Plus de 10% du personnel en une année, en 2016, a démissionné ou a été motivé à le faire, et motivé aussi à faire des ruptures conventionnelles, sans jamais que la direction n'exprime une quelconque inquiétude relative aux pertes de connaissances. Effectivement, c'est bien souvent les meilleurs qui partent. Les surcharges de travail touchent tous les services, sans que la direction n'essaye d'y remédier. Des annonces sont faites de supprimer des postes clés comme en mécanique, ceux qui font les roues, de plusieurs centaines de tonnes, ainsi que des pans entiers de services, comme pour le secteur clé du montage des turbines sur chantier. Depuis de nombreux mois, les salariés sont déstabilisés par la mise en place de nouvelles procédures, nouveaux logiciels, que chacun s'accorde à dire qu'ils ne sont en aucune façon adaptés à l'activité. L'activité des turbines hydrauliques est une activité d'expertise, une activité primordiale dans la parc énergétique. La première énergie renouvelable et stockable, une énergie propre, sûre, pas chère. Le site de Grenoble, le site de Nerpic, a 100 ans d'existence. Il est comme le sont les sites de Belfort et Boulogne, mondialement connus et reconnus pour l'expertise en ingénierie, en recherche et développement, en fabrication, en montage, en maintenance, en achat et logistique. Oui, mais GE ne veut que des sociétés fabriquant des produits de série à faible risque et à forte marge, ce qui n'est pas le cas du business Hydro qui opère sur des cycles longs de 3 à 7, 10 ans et sur des prototypes. Nous sommes une co-entreprise, pour vous expliquer le fond du truc où ça va très loin. Nous sommes une co-entreprise 50-50 Alstom General Electric. General Electric ayant une part supplémentaire pour être majoritaire et pouvoir gérer l'entreprise. Cette co-entreprise a été imposée par l'État, le secteur des énergies renouvelables étant considéré comme stratégique pour le pays. L'État a un rôle crucial à jouer dans ce dossier, dont il a été partie prenante dès l'origine de la vente d'Alstom Énergie à General Electric. En tant qu'actionnaire, l'État gérant les 29% des parts de Bouygues dans Alstom, en tant que coordonnateur de la politique de transition énergétique, en tant que client, EDF étant l'un des principaux clients de l'entreprise. La majorité des salariés sont mobilisés pour que ne soit pas remise en cause leur activité, l'expertise de leur métier, pour œuvrer à ce qu'enfin de vrais industriels soient de nouveau convaincus de l'avenir de cette formidable ressource énergétique, pour qu'enfin de vrais industriels œuvrent avec les salariés au développement et à la pérennité de cette activité qui ne peut être assimilée qu'à un unique produit financier.
C'est pourquoi les salariés, par l'intermédiaire des organisations syndicales, ont proposé à la direction un vrai accord de méthode hier. Donc on est en intersyndical, elle tient, on arrive à discuter, on fait des choses. Aujourd'hui on a fait une belle manif, tout le monde en est convaincu, tout le monde le sait. Je vois la majorité encore présente ici de l'entreprise, c'est des jeunes. C'est beau à voir, ils n'ont pas envie de lâcher, on fait quelque chose de beau, ils ont envie de continuer. Les grandes lignes du projet d'accord qu'on a donné hier, c'est suspendre le plan social, faire des groupes de travail pour enfin écouter les salariés. Depuis de nombreuses années, ils disent que l'organisation ne va pas. On est d'accord avec la direction, il faut organiser. Mais avançons avec les salariés, et là, ils ont l'air, les salariés sont derrière, on va avancer. Donc je voulais rappeler, juste faire le lien avec la réunion, le rassemblement d'aujourd'hui. Notre procédure a débuté au mois de juillet. Ouf qu'elle n'ait pas débuté au mois d'octobre. Parce que là, effectivement, on nous parle de ceux qui nous ont mis un peu dans le caca, excusez-moi de l'expression, c'est au niveau monde, au niveau Europe, mais d'Hydro-France, non. Si ça passe les ordonnances, demain, on regardera Calstom Hydro-France, on nous a plombé les comptes, et là, on aura tout faux. On n'aura plus d'instance représentative du personnel en tant que tel. Aujourd'hui, les CHSCT se donnent à fond, les DP se donnent à fond, les CE, le CCE se donnent à fond, tout le monde est impliqué. Donc là, enfin, on rentre dans le mouvement. J'espère qu'on va être médiatisé, j'espère qu'on va parler de nous, que tout le monde va s'intéresser au truc, parce que là, c'est l'avenir de tout le monde qui est. Comme on l'a mis sur l'affiche, tout le monde est concerné, tous les citoyens sont concernés. Alors je vais juste finir par un petit truc, hein. Donc ni feignant, ni cynique, ni extrême. Nous sommes des grands professionnels, experts dans notre domaine, réalistes, responsables et surtout motivés. Merci à tous, à très bientôt. Voilà pour la FSU. La FSU Isère a participé à toutes les actions intersyndicales contre la loi El Khomri en 2016. Un an après sa mise en application, la première urgence du nouveau gouvernement est d'en remettre une couche dans la précarisation des salariés. La théorie selon laquelle une baisse du niveau de protection de l'emploi permettrait La théorie selon laquelle... La théorie selon laquelle une baisse du niveau de protection de l'emploi permettrait de faire baisser le chômage n'a jamais été démontrée. Mieux que cela, l'OCDE c'est pas vraiment réputé pour être un repère de gauchistes. L'OCDE se réjouit que la protection de l'emploi diminue dans de nombreux pays. Mais elle constate qu'aucun effet sur le niveau de chômage ne peut pour autant en être inféré. Les plus éclairés de leurs experts arrivent même à penser que c'est le contraire. On aurait pu s'en douter, la précarisation des populations a plutôt des effets négatifs sur le carnet de commandes des entreprises. Macron et son gouvernement sont-ils aveuglés par leur idéologie ou pratiquent-ils tout simplement la lutte des classes? La réponse est évidemment à trouver dans le mépris de classe dont notre président est coutumier. Je ne décortiquerai pas pour vous les ordonnances, d'autres sauront mieux le faire que moi. Ce qui est clair, c'est qu'aucune des mesures qu'elle prévoit n'est favorable aux salariés. Toutes sont lourdes de danger. La fusion des instances dans l'entreprise peut paraître sans grande conséquence. En fait, elle fragilise le CHSCT et elle modifie la représentation des personnels. Le danger existe qu'elle fasse reposer le travail syndical sur un petit nombre de personnes qui risquent de devenir des experts, coupés de la base et des réalités du travail au quotidien. Cette conception du syndicalisme est à l'opposé de celle de la FSU. Et on peut évidemment se douter qu'après que ça soit été fait dans le privé, on vienne en faire autant dans le public. La cohérence de la politique de Macron se retrouve dans les attaques portées aux fonctionnaires et aux services publics. Blocage du point d'indice, augmentation de la CSG, réinstauration de la journée de carence, volonté de revenir sur quelques avancées du PPCR et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans.
La suppression brutale de très nombreux contrats aidés se fait au mépris des personnels concernés, qui sont souvent les plus précaires, et laisse les missions qu'ils effectuaient non assurées. Sur ce dernier point, rappelons que notre revendication est la création des postes de fonctionnaires nécessaires et l'intégration dans le service public de ces personnels. Le cas de la journée de carence est symptomatique. Même du point de vue de l'employeur, elle n'a pas montré son efficacité. Certes, lorsqu'elle a été mise en place sous Sarkozy, il y avait moins de congés maladie, mais ils étaient plus longs. Si on compte le nombre de jours de congés, c'est équivalent. Dans cette période, les personnels ont simplement été plus gravement malades et se sont vus retirer une partie de leur salaire. On nous explique que c'est une mesure d'équité entre le public et le privé, sans nous dire que pour près des 2/3 des salariés du privé, les journées de carence sont prises en charge par l'employeur. À la place de ces privilégiés, entre guillemets, je serais inquiet quand même, car quand les droits des salariés reculent, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est tous les salariés qui finissent par être touchés. J'aimerais d'abord apporter un message de solidarité aux salariés de General Electric, aux salariés de l'Éducation nationale qui voient leur contrat aidé disparaître, ainsi qu'à tous les salariés de l'associatif qui vont se retrouver au chômage puisque les associations ne sont pas en mesure de transformer les contrats aidés en emploi périn. Et j'aimerais ajouter quelques éléments de contextualisation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au pouvoir un jeune homme nommé Emmanuel Macron qui est passé par l'ENA, l'inspection des hautes finances publiques, avant d'aller mettre ses compétences au service de la banque Rothschild. Et suite à une campagne de presse orchestrée par des médias aux mains des puissances de l'argent, cet homme s'est retrouvé président de la République. Il est là pour appliquer un programme qui a été fixé par la Commission européenne et par le syndicat des patrons européens, à savoir une baisse de 20% des salaires en France. Et sa stratégie c'est simple, c'est la guerre éclair. Donc on réduit le Parlement à l'état d'une chambre d'enregistrement et on procède par ordonnance. Cette première vague d'ordonnance n'est qu'un début. Ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils réformeraient par ordonnance la sécurité sociale, le logement, les aides sociales et peut-être même le statut de la fonction publique, tout ça sur une période de 5 ans, peut-être même moins. Et dans le même temps, ils durcissent les lois sécuritaires en intégrant dans la loi normale les mesures d'exception de l'état d'urgence. La loi devrait être votée fin septembre, selon les informations qu'on a. Pour rappeler concrètement quand même l'ampleur historique de l'attaque qui est menée aujourd'hui, il s'agit quand même de la disparition du contrat à durée indéterminée, puisque désormais au niveau des branches d'activité pourront être négociés par les syndicats d'employeurs dans le cadre d'un rapport de force défavorable aux salariés, des contrats à durée indéterminée dits de chantier, c'est-à-dire que le contrat peut s'arrêter quand l'employeur aura estimé que le projet est abouti. L'extension des contrats à durée déterminée sans limitation de nombre et de durée, la généralisation du travail de nuit et la renégociation même durant la tenue d'un contrat de travail, du temps de travail, du salaire, des conditions de sécurité et même de la protection des salariés mineurs. Ce qui veut dire concrètement que les heures supplémentaires vont disparaître, puisque désormais un employeur pourra réussir à imposer que la limite maximum légale de travail, à savoir 48 heures semaine et 44 heures sur 12 semaines, pourra être renégociée en heure normale. Donc ils vont facilement arriver à faire baisser 20% les salaires, et leur objectif final c'est même 35%, puisque soi-disant il faudrait qu'on soit compétitif avec les Allemands. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que les Allemands vont faire la même chose. Donc on va assister à une baisse générale des salaires en Europe, ce qui entraînera nécessairement une récession. Et tout ça dans une politique de courte vue qui vise à maintenir des taux de profit absolument béants dans les marchés financiers et au niveau des grands capitals français et européens, pour aboutir finalement à un effondrement économique. C'est donc ça l'avenir que nous prépare Macron. Mais lui il s'en fout, puisque dans 5 ans il aura embauché ses stock options, il sera parti aux Bahamas, ça ne le concerne plus. Après moi le déluge. Donc la seule solution, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on lance des grèves et des mobilisations. Et ça va être compliqué puisqu'en phase, il table sur l'affaiblissement des bastions syndicaux. Donc il va falloir qu'on soit imaginatif. Il va falloir qu'on réussisse à occuper l'espace public et réussir à s'appuyer sur des forces sociales en capacité d'impulser un mouvement assez fort pour pouvoir mettre les salariés en confiance pour retourner à la grève. Parce que si on laisse passer ça, on en a pour 10 ans, derrière. On ne s'en remettra pas, on finira comme le mouvement ouvrier anglais après Thatcher. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'UNEF avec les camarades de l'UNL, on fait un constat assez simple. C'est celle de la situation des jeunes. On fait partie de ceux qui sont les plus précaires aujourd'hui, avec le taux de chômage le plus élevé,
l'accès à un emploi stable pour la première fois en moyenne à 27 ans. Et d'ici là, on enchaîne CDD, stage et job précaires. Donc en tant qu'une partie de la société qui est la plus précaire, qui subit le plus la précarité, on va être les premières victimes de ces ordonnances. Quand on nous parle de plafonnement des indemnités, de CDI chantier ou encore de licenciement facilité, bah nous on se dit en tant que jeunes, en tant que nouveaux arrivants dans le monde du travail, on va se prendre tout ça dans les dents et on va se retrouver encore plus précaire qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement il a fait le choix d'attaquer la jeunesse sur tous les fronts, à commencer par la baisse des aides pour le logement. Donc la baisse des aides pour le logement, ça représente 60 € bruts par an dans notre budget. Donc ça peut paraître dérisoire et ça peut paraître pas grand-chose quand on est à plusieurs milliers d'euros par mois. Mais nous, quand on compte les euros, chaque euro lors des fins de mois, on se rend compte que ça fait qu'accentuer une situation qui est déjà difficile pour nous. Il y a également une volonté de Macron et de son gouvernement de transformer en profondeur l'enseignement supérieur et la recherche, notamment avec la sélection en licence. Moins de jeunes qui entreront dans l'enseignement supérieur et la recherche. Du coup, les premières victimes, ça va pas être les étudiants du 16e, ça va être les bacs technologiques et les bacs pro qui bénéficient déjà de moins d'opportunités que les bacs généraux aujourd'hui. Du coup, tout cela, c'est simple, ça va favoriser la reproduction sociale et ça mènera à la création de grands établissements qui pourront hésiter au choix des conditions d'entrée, d'augmenter les frais d'inscription ou encore d'attaquer directement nos droits. Du coup, on arrive donc à une mise en concurrence des salariés et des étudiants. Du coup, aujourd'hui, nous, on est là pour vous dire que le seul moyen, c'est la mobilisation pour défendre nos droits, pour défendre notre avenir. C'est aux jeunes de se mobiliser et de prendre leur place dans cette mobilisation. Merci. Ok. Donc déjà, on peut se satisfaire des 180 actions recensées sur le territoire national et des 3000 appels à la grève dans les entreprises et collectivités. Donc à Roussillon, ce matin, il y avait 500 personnes qui étaient en manifestation, en rassemblement, 600 à Bourgoin et 150 à la Tour du Pin. Donc voilà, déjà, on a pas mal de personnes ici aussi. Donc déjà, on peut se satisfaire de cette première journée. C'est le commencement. Alors que nous vivons une attaque sans précédent contre le monde du travail et plus globalement contre notre modèle social français, en effet, le docteur Micron compte bien soigner les maux de ce pays. Comprenez le chômage avec les vieilles recettes libérales des années 80. Plus de droits pour les entreprises, moins pour les salariés. Ils veulent baisser le soi-disant coût du travail. Nous voulons baisser le coût du capital. Ils veulent transformer la société en pire. Nous voulons transformer la société en mieux. C'est donc bien un coup de prescription médicale radicale que ces ordonnances vont nous être douloureusement distillées. Donc pour ce gouvernement, le malade, c'est bien le salarié. Le fonctionnaire, les femmes, les jeunes, les vieux et les chômeurs qui usent et abusent d'aide en tout genre. De trop de congés payés, de trop de sécu, trop de retraites, trop d'APL. Tout cela au détriment de la rentabilité financière des entreprises. Les gros chantiers du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est bien d'agir vite sur les gros sujets qui fâchent. Le code du travail, l'assurance chômage, la sécu, la retraite et j'en passe. Sous l'aspect d'une France moderne et en marche, les libéraux, dans un populisme ambiant, veulent passer en force la fameuse baisse des cotisations sociales, avec comme argument redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la souplesse aux entreprises. Là, c'est sûr que votre patron va vous augmenter. Dans le même temps, les profits du CAC 40 s'envolent et devraient atteindre les 100 milliards d'ici la fin de l'année. Sachant que le premier semestre était déjà en hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Banquiers et financiers ont donc de quoi être rassurés. La force, c'est la marque du gouvernement. Pour preuve, en intégrant dans la loi la notion d'état d'urgence permanent, n'entend-il pas diriger ce pays à coups de trick? Ce n'est pas contre des terroristes que l'État commande pour plusieurs millions d'euros de gaz lacrymogène. Alors rien n'est acquis au patronat et au gouvernement. La CGT a poussé pour une première journée de mobilisation et de grève pour construire une résistance à la loi XXL. Une autre journée de grève est déjà annoncée le jeudi 21 septembre, date de la tenue des conseils des ministres.
La CGT et plus largement les syndicats qui s'opposent à ce nouvel ordre ont reçu, entre autres, le soutien des syndicats d'Allemagne et du Sénégal qui s'inquiètent des régressions sociales que pourraient entraîner de telles réformes en France, avec un renforcement de la concurrence interne dans les grandes entreprises. C'est l'ensemble du monde qui nous regarde aujourd'hui. Donc cette journée du 12 septembre a été construite avec les syndicats, là où nous sommes implantés. L'objectif, tenir le maximum d'assemblées générales avec les salariés et convaincre que c'est bien à partir de l'entreprise et de la revendication de terrain que nous pourrons gagner le rapport de force nécessaire pour les faire reculer. Là où les salariés ne sont pas organisés, nous avons tout à construire. La bataille contre la loi XXL et son monde se gagnera dans la grève, à l'entreprise, dans la collectivité, avec une majorité de personnel en arrêt de travail. Oui, c'est le début d'un long processus de lutte nécessaire, sans quoi le patronat ne pliera pas. Il doit se conjuguer le plus possible en intersyndical dans les entreprises, avec les organisations qui refusent ces reculs. Les manifestations dans les rues nous permettront de nous retrouver tous ensemble, mais elles ne peuvent être que le complément des arrêts de travail massifs. Il nous reste donc quelques mois pour faire transformer la colère en action et en revendication et ainsi empêcher la promulgation du contenu de ces ordonnances. Rien n'est inexorable et face à la remise en cause des conquis sociaux, il est essentiel de débattre sur le monde que l'on souhaite pour demain. Une meilleure protection sociale des salariés avec un véritable statut du droit du travailleur et un droit renforcé. Une réduction du temps de travail pour tous, mieux pour travailler moins, mieux et tous. Les enjeux industriels et les services publics, le symbole de GE est un exemple. Pour mettre en capacité chacun d'entre nous de convaincre nos collègues, nos amis et de la nécessité d'agir, cette journée est conçue en mode éducation populaire. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les suites et vous donne rendez-vous le 21 septembre pour une manifestation. D'ici là, il nous faudra gagner le maximum de travailleurs à la grève. Merci. Je vous remercie à tous. Je remercie tous les organisateurs qui nous ont permis de prendre la parole aujourd'hui et tous ceux qui l'ont déjà prise et qui nous ont expliqué les dérives de cette loi de travail. Aujourd'hui, l'une des conséquences directes, elle touche vos enfants. Et le Collège Vercors, tous mes collègues ici présents, on est là pour essayer de lutter contre ce qui a été fait, c'est-à-dire 150 000 emplois CAE, CEI qui ont été retirés. Notre collège aujourd'hui de REP, il compte 415 élèves. Et on a un seul surveillant dans la cour de récréation. Et on nous dit que c'est normal et que le collège est en sécurité et qu'on peut travailler comme ça. Aujourd'hui, vos enfants, ils sont une conséquence de ce que le gouvernement fait. Donc nous, on se bat pour eux. On se bat pour leur sécurité et on se bat pour leur bien-être. L'année dernière, on a fait 9 jours de grève pour obtenir 3 surveillants et on a obtenu 3 CEI. Ils nous ont promis qu'on aurait la rentrée aussi sereine cette année. Le Collège Vercors n'a toujours pas fait de rentrée scolaire cette année. Ils nous ont supprimé les CAE, CEI et ils nous proposent simplement de nous donner des services civiques volontaires. Des personnes qui n'ont pas le droit de travailler pour faire de la surveillance. On a besoin de surveillants et ils nous donnent des personnes qui n'ont pas le droit de faire de la surveillance. On en a à notre 4e jour de grève. L'année dernière, quand on a obtenu nos 3 CEI, tous les collègues, on n'a pas été remboursés, nos jours de grève n'ont pas été remboursés. Tous les salaires qui ont été perdus, ça a permis de payer les 3 CAE, CEI. Donc ils sont bien gentils. Aujourd'hui, on en est à 4 jours de grève. Si vous pouvez nous soutenir, on a une caisse de grève qui est là à côté. Et on ne lâchera pas, notre grève elle est reconductible jusqu'à ce qu'ils nous donnent des moyens pour qu'on puisse surveiller convenablement vos enfants et qu'ils puissent avoir une rentrée scolaire convenable. Je vous souhaite un bon courage. Et il y a le Facebook aussi, ouais. Il y a le Facebook Vercors en action, vous pouvez nous suivre. Et la pétition en ligne. L'important c'est pas d'être nombreux, l'important c'est d'être motivés. Et si on nous traite de feignants, eh bien les feignants ils vont pas arrêter de se battre pour leurs droits et pour les enfants et pour les salariés. Alors je suis là pour les métallos de l'Isère, CGT bien sûr. Non, juste
quelques explications pour ce qui nous concerne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu un rassemblement de prévu. C'est ce qu'on m'avait demandé, en tout cas pour la métallurgie. Certains ont été un peu surpris de ne pas manifester à Grenoble. Soi-disant, on avait peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien au niveau des médias, ça n'arrête pas de nous dire on est obligé d'accepter, obligé d'accepter, obligé d'accepter. Et on en a ras-le-bol, nous, d'accepter. Donc on voulait expliquer, débattre avec vous qu'il faut arrêter d'accepter. Oui, désolé, j'ai plus de voix parce que Hollande, il me les a grillés contre les lois El Khomri, hein. Donc voilà. Donc on a voulu faire des assemblées générales de partout dans les boîtes. Et oui, c'est pas facile parce qu'on n'a plus l'occasion de discuter. Tout le monde derrière son ordinateur dans les boîtes. On a fait des AG, AST, à Beckton, à Cater. Bon, je vais pas vous casser le moral parce que c'est peu de personnes qui viennent aux AG. Mais c'est pas grave, on veut continuer. On a besoin de parler, on a besoin de s'entendre, tous ensemble. Qu'on soit à la CGT, ailleurs, les anars et ainsi de suite. Plutôt que de faire du bune à bune parce que ça fait chier tout le monde. Alors, tous ensemble, j'espère que cette fois on va gagner. Mais pour nous, c'est la grève. Ce qui va compter, c'est la grève. Ce qu'on n'a pas su faire contre les lois, contre Hollande, c'est la grève dans les boîtes. Parce que fini la délégation dans les manifs. Oui, c'est bien d'être dans les manifs. On en a fait 15. Les Espagnols, ils ont fait 1 mois sur les places. Ça n'a rien changé du tout. On a besoin de bloquer l'économie. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Bloquer l'économie. Voilà, je suis pas plus long.